Amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un décor, n'est-ce pas, que vous commencez à reconnaître. Zoom In, c'est donc le nouveau magazine de la RTB pour faire un peu plus de lumière sur le secteur minier au Burkina Faso. À ce numéro, je reçois pour vous M. Adama Pierre Traoré. Il est ingénieur hors classe de la géologie et des mines, diplômé en géologie et mines de l'Université de Lyon et de l'École des mines de Paris. Il fait partie, n'est-ce pas, de la première génération des cadres supérieurs de ce secteur dans notre pays. Alors, M. Traoré est rentré des études au Burkina en 1969 et il a activement participé aux activités de recherche géologique et minière ainsi qu'à la mise en place du bureau voltaïque de la géologie des mines en 1978. C'est donc devenu l'actuel Bumigeb depuis 1984. M. Traoré fait donc ainsi partie des pionniers dont les actions ont débouché sur l'exploitation minière que nous connaissons aujourd'hui au Burkina. M. Traoré a occupé de nombreux postes aussi bien au plan national qu'au plan international. Au plan national, par exemple, M. Traoré a été ministre de la Jeunesse et des Sports au cours des années 1976. M. Traoré est aujourd'hui consultant international indépendant senior en développement des ressources minérales. Voilà donc pour le curriculum vitae de notre invité. M. Traoré, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour votre invitation. Voilà. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons faire un peu un tour d'horizon du paysage minier ici au Burkina Faso. C'est un sujet que vous maîtrisez, n'est-ce pas, au regard de la présentation qu'on vient de faire de votre parcours, n'est-ce pas, M. Traoré? Si vous le pensez. On aura l'occasion de le tester. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec ce sujet qui présente un peu le paysage minier ici au Burkina Faso. Il fait l'état des lieux du secteur minier. C'est un dossier de Mamadou Yano. Le secteur minier joue un rôle important dans l'économie nationale à travers sa part croissante dans le produit intérieur brut, ses retombées bénéfiques sur le développement régional et national en termes d'infrastructures diverses et de création d'emplois. Naguère pays agricole, le Burkina Faso est aujourd'hui un important producteur d'or en Afrique. En effet, depuis 2009, l'or est devenu la première source de devises du pays, devançant ainsi le coton. La mine d'or de Poura n'a pas été découverte au temps colonial. Elle a été découverte par les Sofa de Samori. Donc c'est quand les Sofa de Samori sont arrivés, comme Samori est d'une zone à cheval entre la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Wassoulou. Donc c'est des populations qui ont toujours fait leur voyage parce que c'est le bambouk et le bourré de l'Empire du Mali. Donc quand ils sont arrivés à Bobo, ils ont exploité. D'ailleurs, quand vous voyez les zones d'orpaillage, ce sont des anciennes zones d'orpaillage qu'on vient de redécouvrir maintenant. Donc ce qui prouve que historiquement, le Burkina fait partie de l'histoire d'exploitation aurifère en Afrique de l'Ouest. L'exploitation industrielle produit les plus grandes quantités d'or. Elle utilise des moyens techniques et infrastructurels conséquents pour rechercher, extraire et traiter les minerais pour en sortir l'or. Dans une mine moderne, ce sont des vombissements incessants de gros engins. Actuellement, c'est un forage qui va à 200 mètres de profond. Donc on nous sort l'échantillon mètre par mètre, mais en roche broyée.
Ici, on a un géologue qui est là sur le terrain pour faire la description de la roche et des ouvriers pour faire l'échantillonnage. Donc l'objectif, c'est d'avoir un échantillon de 2 kg que nous envoyons au laboratoire pour voir la teneur en or. Alors ces foreuses, eux, forent en 200 mm et puis ils font des trous qui vont jusqu'à une profondeur de 11 mètres. On dynamite les bancs à l'échelle de 10 mètres. Après que les grandes foreuses ont terminé, on voit arriver les camions d'explosifs qui, eux, vont charger les trous. Après, les gens du dynamitage viennent bourrer la surface et puis on procède au dynamitage. Dans 10 secondes. Dans 15 secondes. Mise à feu. Ces roches sont similaires à celles dans lesquelles se trouvent les grands gisements des pays miniers tels que le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud. Dans une mine industrielle, l'exploitation se fait dans le strict respect des normes nationales et internationales en matière de santé et sécurité au travail et de respect de l'environnement. L'exploration géographique et minière menée sur le territoire national a permis de mettre en évidence plusieurs indices et minéralisations parmi lesquels l'or. Pour avoir cet or, il faut des méthodes lourdes et coûteuses pour extraire, broyer, concasser la roche qui est souvent du quartz, puis récupérer l'or par utilisation du cyanure. L'exploitation de l'or exige l'utilisation de substances toxiques pour les hommes, les animaux et l'environnement, notamment le cyanure. Des précautions s'imposent donc pour la préservation de l'écosystème, comme la mise en place d'un parc à résidus. Le parc à résidus est situé à 5 km de l'usine. Au moyen de pompes, on refoule les boues cyanurées au niveau du parc à résidus. Et de là, le principe est que en fait, nous, on réutilise les eaux cyanurées. Donc, quand ça vient au niveau du parc à résidus, il y a également l'effet du soleil qui détruit le cyanure. Donc, c'est un principe de traitement aussi du cyanure. C'est un principe de réutilisation des différentes eaux au niveau de l'usine. Parce que c'est de boue cyanurée, on en voit, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc, ça nous permet de faire également des économies d'eau. Donc, ces eaux-là sont réutilisées et réenvoyées au niveau de l'usine pour des traitements. En Afrique, les principaux producteurs d'or sont l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Dans la sous-région ouest africaine, le Burkina Faso occupe le 3e rang, après donc le Ghana et le Mali. Cette position du Burkina est le résultat d'un long parcours. Je crois que le Burkina Faso a eu sa première mine d'or dans les années 85 avec la mine d'or de Poura, qui a arrêté ses activités en 1995. Le juin 1995 aussi marque le début, la création d'un ministère plein des mines. Et avec le code minier de 1997 et surtout celui de 2003, qui est un code attrayant, nous avons connu beaucoup de sociétés qui sont venues s'installer pour faire de l'exploration dans notre pays. Et nous avons eu notre première mine en 2007 avec la mine de Somita. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mines d'or, ce qui veut dire que le Burkina Faso est devenu un pays, est passé d'un pays à potentiel minier à un pays minier tout court. Dans l'histoire de développement minier des pays, le Burkina quand même s'est inscrit dans le livre des records. Parce qu'en moins de 4-5 ans, nous avons pu sortir près de 5 mines. Et ça, c'est vraiment un record qui confirme le potentiel du pays. Et je peux vous dire que l'histoire du développement minier du Burkina ne fait que commencer tant le potentiel est immense.
Le potentiel minier du Burkina Faso est effectivement immense, comme l'attestent les différentes données. En 2013, 690 permis de recherche sont en cours de validité, tandis que 12 permis d'exploitation industrielle sont attribués. En 2013, 7 mines industrielles d'or sont en exploitation. Il s'agit des mines de Taparko dans le San-Matenga, exploitées par la société minière de Taparko Somita, de Yuga dans le Boulou, exploitée par Burkina Mining Company BMC, de Mana dans les Balais, exploitée par la société d'exploitation minière de l'Afrique de l'Ouest Semafo, de Kalsaka et Segenega dans le Yatenga, exploitée par Kalsaka Mining SA, d'Inata dans le Sahel, exploitée par la société des mines de Belaouro SMB, d'Essakan dans l'Oudalan, exploitée par Essakan SA, de Bissa dans le BAM, exploité par la société Bissa Gold SA. Le Burkina exploite également d'autres ressources. En effet, la mine de zinc de Perkoa dans le Sanguier est entrée en production le 19 janvier 2013 et a produit 44 000 tonnes au cours de la même année. Des projets miniers prometteurs existent également dans le pays pour ce qui concerne l'or. Il s'agit du projet de Kiaka dans la province du Boulou et de Zunouego, de Nyanka Norbélé dans la Léraba, de Konkera dans le Numbiel, de Bomboré dans le Ganzougou, de Houndé dans le Tui, de Karma dans le Yatenga. En outre, le gisement de manganèse de Tambao sera exploité dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé. Le développement minier du Burkina Faso est lié à un environnement politique et institutionnel attractif. Une personne physique, une personne morale décide donc de venir investir dans le secteur minier, faire de la recherche. Il va donc au cadastre minier, il donne des coordonnées et à partir de ce moment, la procédure est déclenchée, l'étude est faite et s'il se trouve que le site demandé n'est pas attribué, le ministre donc, c'est un arrêté qui attribue un permis de recherche à une société X qui veut venir donc travailler dans notre pays. Un code est fait pour attirer des investisseurs, pour obéir à une certaine logique. Nous avons eu un code en 1997, nous l'avons relu en 2003. Il faut vous rappeler qu'en 2003, on vivait la crise. Il y avait la crise donc de la production au niveau du marché mondial de l'or, ce qui fait que avec le code de 2003, nous avons attiré beaucoup d'investisseurs. Cela veut dire que ceux qui viennent investir dans notre pays ont avantage à le faire en termes de fiscalité. Investir dans le domaine des mines nécessite des investissements très importants en termes de capitaux, avec une grande part d'incertitude. Nous, au niveau du groupe Semafo, on avait en tout 18 permis au Burkina. Et on a eu la chance sur un permis, celui de Mana, d'avoir la découverte qu'on a. Mais toutes les dépenses qu'on a faites sur tous les autres permis, bon, c'est Mana qui va nous permettre effectivement de valoriser tous ces investissements-là. Donc ça demande beaucoup de capital. Et ça, c'est l'une des contraintes les plus importantes du secteur. Rassembler les capitaux pour faire les recherches et construire la mine. La mine de Mana, quand on a fini de la construire, elle avait coûté au bas-mont 150 milliards. Bon, et ça, c'est une moyenne. Et je ne vous parlerai pas de celle de Essakan, qui est la plus grande à date, et qui, elle, a coûté 250 à 300 milliards de francs CFA. Donc, bon, vous voyez les montants qui sont engagés pour construire les mines. Afin d'assurer un niveau de rentabilité à leurs activités, les compagnies minières s'assurent que les prospections leur permettent une durée d'exploitation raisonnable. L'exploitation minière contribue au développement socio-économique du Burkina Faso. Ce sont plusieurs secteurs qui bénéficient des effets induits de l'exploitation minière. Aujourd'hui, le secteur de l'or est devenu le premier produit d'exploitation de notre pays et nous avons réalisé en gros plus de 700 milliards de chiffre d'affaires pour les 7 sociétés minières en exploitation qui étaient en exploitation au 31 décembre 2012. En termes donc d'impôts et taxes,
nous avons eu des retombées de l'ordre de 185 milliards. Il y a au moins 5500 emplois permanents créés. Il y a aussi toutes ces entreprises qui gravitent autour donc de toutes ces sociétés aurifères-là. Et quand on dit que le Burkina Faso a fait un taux de croissance de 8,1% en 2012, je peux vous dire que l'or y a été pour quelque chose. Et nous pensons que dans les prochaines années, l'or va encore continuer. Mais vous voyez, quand on parle de l'exploitation de l'or, on oublie que quand on reverse des salaires aux 5500 employés permanents, on crée, j'allais dire, une catégorie d'agents économiques qui dépendent dans le pays, qui sont à l'aise, ce sont des cadres, ce sont des cadres moyens de façon globale. Et je pense que ça aussi, il faut mettre aussi au compte donc de l'exploitation aurifère. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons travailler de telle sorte qu'il y a encore beaucoup plus de Burkinabés formés dans le secteur minier et qui peuvent rendre leurs compétences donc, à toutes les entités qui vont s'installer dans notre pays. Par le truchement de la Direction générale des douanes, l'État perçoit des ressources importantes liées à l'activité minière dans le secteur de l'or. Notre rôle se situe à deux niveaux. C'est soit à l'importation ou à l'exportation. Parce que, en réalité, nous avons la charge de contrôler l'entrée et la sortie du territoire douanier. Donc, au niveau des sociétés minières, c'est à peu près pareil. Nous contrôlons les importations des sociétés minières et nous contrôlons les exportations des sociétés minières. De manière détaillée, à l'importation d'abord, nous sommes chargés de contrôler tout ce qu'ils importent en termes de marchandises. Ça peut être des produits qui sont importés pour la recherche. Vous savez qu'il y a trois phases qui ponctuent un peu la vie d'une mine. Il y a la phase de recherche, il y a la phase des travaux préparatoires et il y a la phase d'exploitation. Quelle que soit la phase dans laquelle se trouve une société minière, elle a besoin d'importer. Donc notre rôle est de contrôler ces importations-là. Et aussi, une fois que ils importent la marchandise, nous contrôlons la fiscalité qui leur est applicable. À chaque phase correspond une fiscalité, c'est-à-dire un certain nombre d'avantages consentis par l'État au profit des sociétés minières. Le secteur minier déchaîne beaucoup de passions. À tort ou à raison, l'industrie minière cristallise un certain nombre de débats en rapport avec notamment la transparence que devrait exiger la bonne gouvernance minière. C'est dans ce sens que le dispositif institutionnel national a été renforcé avec la mise en place d'un secrétariat permanent pour la transparence dans les industries extractives ITIE. L'ITIE, comme son nom l'indique, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, est une norme internationale de bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives. Les compagnies minières doivent vivre en parfaite symbiose avec les populations hôtes. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas et même si les proportions n'ont jamais été dramatiques, des incidents ont pu opposer, ici ou là au Burkina, population et compagnies minières. Le dialogue doit donc être permanent entre mines et population. Suite aux événements de mars-avril 2011 que nous avons vécu à Banoissi, à Pelgatanga, le gouvernement a décidé de créer des cadres de concertation du secteur de l'énergie et des mines et qui va donc, ce cas-là va donc regrouper le gouverneur qui sera le représentant de l'administration centrale et toutes les entités qui sont parties prenantes donc de l'exploitation des sites miniers afin donc que dans le dialogue constructif, on puisse donc éviter un certain nombre de débordements, un certain nombre de dérives que nous avons vécues ces derniers temps. Et je pense que les gouverneurs ont essayé d'instruire, certains ont déjà pris des dispositions, des arrêtés pour créer ces cadres de concertation qui vont être fonctionnels très bientôt. Lorsqu'une société va s'installer dans une localité, il y a une enquête publique qui est faite et où chacun de nous peut aller exprimer, dire ce qu'il pense de l'exploitation minière et ses desiderata. Maintenant, une chose est de pouvoir formuler des doléances, une chose est de pouvoir accepter qu'au-delà de ces doléances-là,
lorsque la société rentre en activité, c'est dans un cadre légal que nous devons donc faire nos revendications. Lorsque nous allons sur le terrain, dans le cadre de nos activités, soit de formation ou de sensibilisation, nous prenons le soin de faire en sorte que les représentants des sociétés minières soient là. Et c'est l'occasion de donner certaines informations, certaines explications face aux préoccupations de ces populations-là. À force de se frotter régulièrement à nos activités, à nos rencontres, ça a permis un certain rapprochement et une certaine meilleure compréhension entre ces acteurs-là. Depuis les années 70 à ce jour, les contrats miniers sont restés secrets. Les premiers contrats semblent secrets, mais vous allez aujourd'hui sur des sites internet de ESACAM, de Semafo ou de PCQVP Canada, vous avez les contrats en ligne. Donc, il faut vraiment nuancer cela aujourd'hui. Il est question de savoir lire le contrat. Et ce n'est pas tellement la disposition du document qui est important, mais c'est savoir lire entre les lignes. Et je crois que c'est cette méconnaissance du contenu de ces contrats qui amène les conflits entre les populations riveraines et les industries extractives installées sur leur terroir. Les enjeux autour des mines sont nombreux, les attentes aussi. Par conséquent, pour ce secteur qui est somme toute nouveau, de gros efforts de communication s'imposent afin de clarifier les positions. Vous savez, le gros problème du secteur minier, c'est que ce secteur crée beaucoup d'attentes, énormément d'attentes. Beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'État, beaucoup d'attentes vis-à-vis des populations riveraines. Et ce sont des attentes qui sont peut-être souvent au-delà de ce que les sociétés minières elles-mêmes peuvent réellement fournir. Équité, moralité et gouvernance, telles sont les grandes valeurs autour desquelles le débat sur le secteur de l'industrie extractive et de l'or principalement se focalise. L'industrie minière est une chaîne de valeur, ne serait-ce que les questions financières seulement. Et l'ITIE se situe un peu au milieu de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les flux financiers, ce que les sociétés payent, ce que l'État reçoit. Ça, mais avant le flux financier, il y a tout ce qui est avant, en amont, c'est-à-dire les contrats, le code, est-ce que ce que les gens payent, c'est ce qu'ils devaient payer réellement, ainsi de suite. Ça, c'est en amont. Maintenant, les gens ont payé. Est-ce que l'État utilise ça réellement pour le développement? Est-ce que ça est dans le budget? Même si c'est dans le budget, est-ce que ça concerne les domaines clés, et ainsi de suite, en aval? L'ITIE, pour le moment, ne s'occupe ni de ce qui est en amont, ni de ce qui est en aval. Nous sommes au milieu. Impact environnemental. Tel est l'autre aspect du débat qui entoure le secteur minier. Si des dispositions sont prises, il reste néanmoins que des interrogations subsistent. Les gens oublient que c'est devenu une exigence au niveau international. Et que les actionnaires, ceux qui vont en bourse, une société qui est cotée en bourse, est obligée d'être extrêmement rigoureuse dans le respect des normes environnementales. Et même, vous savez qu'au Burkina, il y a une réglementation qui est extrêmement rigoureuse, qui est supervisée par le ministère chargé de l'environnement. Pour qu'on vous délivre un permis d'exploitation, il faut que vous fassiez une étude d'impact environnemental qui voit le côté, ce que vous avez détruit, parce que la mine, effectivement, forcément, a cet impact négatif sur l'environnement. Comment vous allez le reconstituer et surtout, cet impact sociologique aussi fait partie de cette étude-là. Si vous allez déplacer les populations, quel est l'impact et quelles sont les actions correctives que vous prenez. Vous voyez par exemple à Mana, toutes les populations qui étaient impactées par la mine ont été délocalisées et nous avons reconstruit des bâtiments en dur pour effectivement les loger avec toutes les infrastructures d'accompagnement qui sont à côté, les écoles, les églises, les mosquées, des forages qui ont été faits, les maisons des femmes, des jeunes, pour reconstituer un meilleur cadre de vie. Donc tout ça, ça fait partie de l'étude d'impact environnemental.
Une autre question se pose. Quel est le rôle des représentations diplomatiques de certains pays? L'ambassade du Canada n'est pas partie prenante dans les conventions signées entre les compagnies minières et l'État burkinabé. Donc, nous ne sommes pas intéressés directement dans ces contrats. Par contre, comme j'ai mentionné, nous nous intéressons à aider les compagnies canadiennes dans leurs affaires au Burkina Faso, avec de l'information, avec des conseils. Les ressources minières ne sont pas inépuisables. C'est pourquoi l'enjeu pour un pays comme le Burkina Faso serait de faire un usage judicieux des retombées de cette manne au profit des populations et des générations futures. En la matière, les idées ne manquent pas. On peut investir certainement dans le capital humain. C'est une autre façon aussi d'investir. C'est ce que nous avons comme richesse aujourd'hui, c'est le capital humain. On pourrait voir dans l'éducation, dans la santé et investir réellement dans ces domaines-là. Tout en ayant à l'esprit qu'il y a des populations riveraines qui s'attendent aussi à ce que leur vie, leurs conditions de vie s'améliorent. Nous nous réjouissons que le Burkina Faso soit un pays minier aujourd'hui. Mais nous travaillons à faire de telle sorte que nous ne soyons pas dépendants de la pollution aurifère. Voilà pourquoi nous avons travaillé à mettre en exploitation la mine des zinc. Aujourd'hui, Tambao est en marche. Nous pensons que dans 3-4 ans, la mine de Tambao, le magasin de Tambao sera sur le marché. Il y a le cuivre de Gawa, un certain nombre d'investissements pour pouvoir donc faire de telle sorte que le Burkina Faso ne soit pas un pays monoproduit. Au-delà donc de cette exploitation, nous souhaitons qu'il y ait une cohabitation pacifique entre les investisseurs, les populations riveraines et le gouvernement. Parce que je dis souvent, le Burkina Faso, ce qui fait la force de notre pays, c'est notre stabilité politique et c'est la sécurité des investissements. Ce sont deux éléments sur lesquels un investisseur, lorsqu'il vient dans un pays, il accorde beaucoup d'importance. Je suis confiant que le Burkina peut faire de ce secteur minier un véritable moteur, faire en sorte que ce secteur-là apporte une contribution déterminante au développement socio-économique de notre pays. Ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas ici? Voilà, comme vous l'avez suivi, c'est un document qui fait un peu l'état des lieux de l'exploitation minière en ce moment au Burkina Faso. Monsieur Traoré, vous avez suivi le document avec nous. On est vraiment dans la situation du boom minier, comme on le dit souvent. Mais est-ce qu'on peut faire un peu la genèse de toute cette manifestation, de toute cette exploitation que nous connaissons actuellement au Burkina Faso? Oui. En fait, l'avènement de la production minière au Burkina est marqué par l'ouverture de plusieurs mines en quelques années, surprend. Tout à fait. Et surprend plus d'un Burkinabé. Mais en fait, c'est parce que c'est dû à l'ignorance, d'une part, de toutes les étapes qu'on doit franchir pour arriver à la production minière, et d'autre part, de l'ignorance de l'histoire minière de notre pays. Tout à fait. Raison pour laquelle on va vous demander de nous rappeler cette histoire pour nous situer plus dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Ben, cette histoire, elle serait longue pour le temps qui nous est imparti, mais je vais essayer de résumer. Tout à fait. Je pense qu'on peut la diviser en 5 périodes. La première période correspond, de mon point de vue, à la période précoloniale, dont M. Koné de l'UEMOA a parlé dans l'élément que vous venez de présenter. Tout à fait. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette période précoloniale. Et ensuite, la deuxième période est la période coloniale. Il faut dire que nous étions colonisés par la France, nous appartenions à l'AOF, à l'Afrique occidentale française, et pour la gestion du secteur des mines et de la géologie, cela relevait de la France. Pour gérer ce secteur en Afrique occidentale française, la France a créé le bureau minier de la France d'outre-mer pour l'ensemble de ces territoires, mais un bureau
a été installé à Dakar pour la partie Afrique occidentale française. Mais vous voyez que c'est ce bureau qui devait gérer en quelque sorte et faire la prospection minière dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, notre position à plus de 1000 km de la mer fait que finalement nous étions négligés. Donc on peut considérer qu'à cette époque-là, pour cette période, il n'y a eu que des missions sporadiques qui sont venues sur le territoire de la Haute-Volta de l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Et finalement, est-ce que ce n'était pas une chance? Ça dépend à quel point de vue on se place. Quand on ait préservé notre sous-sol, finalement, c'est nous qui l'exploitons aujourd'hui. Je ne sais pas, parce que ça ne nous a pas permis de connaître assez rapidement quel était le potentiel de notre sous-sol. Donc, la deuxième grande période, je dirais, ce sont les 10 premières années qui ont suivi l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est-à-dire de 1960 à 1970. Et à ce niveau, il faut dire que lorsque le Burkina Faso a pris son indépendance au mois d'août 1960, il n'y avait pas un seul cadre burkinabé dans le domaine de la géologie et des mines. Voilà, et il faut peut-être le rappeler, vous êtes parmi les premiers cadres, vous êtes des pionniers du secteur minier. Oui, disons que pendant cette période-là, ça n'a pas empêché le gouvernement de créer une direction de la géologie et des mines qui a été créée dès le mois de novembre 1960, donc quelques mois seulement après la cession à l'indépendance. Et qui dirigeait justement cette... C'était des étrangers. Le premier directeur était un certain M. Ndiaye, qui était un Français d'origine sénégalaise. Après lui, il y a eu 2 autres, dont un Belge, et qui s'appelait M. Roch, et ensuite un troisième qui s'appelait Delafosse. Donc ce n'est qu'en 1970 qu'un cadre burkinabé a été nommé directeur de la géologie des mines. Et c'était qui en l'occurrence? C'était Philippe Ouedraogo, qui était le premier et le seul polytechnicien que nous avons eu, et qui en spécialisation avait fait mine. Et donc il faisait partie, comme moi-même, de la première génération des cadres qui avaient commencé à rentrer à partir de fin 67. Et c'est quand lui, il a été nommé que je dirais nous passons à la 3e période qui va de 1970 à 1990. Cette période est vraiment la période la plus importante qui nous a préparés à la période que nous connaissons aujourd'hui. Et pourquoi cette période était la plus importante? Elle est la plus importante parce qu'elle a été marquée par une intensification très importante de la recherche géologique et minière. Tous les cadres qui rentraient devaient obligatoirement être sur le terrain pour faire la prospection géologique et la prospection minière. Donc cela a permis de faire une série de découvertes qui aujourd'hui sont passées en phase de mine. D'exploitation. Et en même temps, à cette époque, les autres événements importants, décisions importantes, ça a été en 1973 déjà, nous avons décidé qu'il fallait reprendre des études à Poura, où la mine qui fonctionnait depuis 61 avait été fermée en 66, donc, et qu'il fallait absolument pouvoir reprendre cette mine. Donc c'était déjà une volonté d'aller vers la production minière. Et puis en 1975, nous nous sommes dit, ce n'est pas la peine d'attendre seulement d'avoir que des grandes mines, pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose pour avoir de l'exploitation minière sous forme de petites mines. Nous avons créé ce que nous avons appelé la SOVIMPEC, la Société voltaïque d'intervention minière à petite échelle, dont l'objectif était d'exploiter l'antimoine que nous avions découvert dans la région, dans le BAM, à Manfoulou. Ensuite, nous nous sommes battus pour que soit créée
en 1978, le Bureau voltaïque de la géologie et des mines qui est devenu BIMIGEB. Et donc, pour avoir plus de moyens encore pour intensifier un peu plus la prospection minière. Nous avons également, en 1980, créé ce que nous avons appelé la COMIKI, la compagnie minière de Kieré, qui avait pour but d'exploiter le manganèse de Kieré, une petite mine. Et ensuite, puisque nous avions fait créer déjà la Soremi en 1973, ben, grâce aux activités de la Soremi, la mine d'or de Poura a réouvert en 1984. Donc c'était vraiment des efforts pour aller toujours à la production minière. Et dans la même période, en 1986, le comptoir burkinabé des métaux précieux a été créé avec pour mission d'encadrer les orpailleurs, de racheter leur production, de telle sorte que leur production puisse être commercialisée dans un cadre officiel normal. Et nous avons également, en 1987, créé la société minière coréo-burkinabé. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont préparé ce que nous connaissons, la situation que nous connaissons aujourd'hui. Oui, M. Traoré, vous avez évoqué à plusieurs reprises le cas de la mine de Poura. Est-ce qu'on peut revenir sur ce cas particulier? Qu'est-ce que le Burkina a pu tirer comme leçon de l'exploitation minière de la mine de Poura? Je pense que nous avons tiré, de mon point de vue, beaucoup de leçons. La première, pour moi, c'est que l'expérience tirée de la mine de Poura a montré qu'il ne suffit pas d'avoir la majorité des parts dans une société minière pour profiter de cette mine. Vous parlez de qui détient cette majorité? Est-ce que c'est de l'État? L'État en l'occurrence. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est de dire mais pourquoi l'État n'a pas la majorité? Mais Poura a montré qu'il ne suffit pas d'avoir la majorité pour profiter. Parce que c'était le cas avec, c'était le cas dans la mine de Poura. Dans la Soremi, l'État avait 51% des parts. Mais malheureusement, l'État n'a récolté que les inconvénients justement d'être majoritaire dans une société minière. À savoir que dans la mesure où ce n'est pas toi-même qui opère, simplement détenir la majorité, ça ne te rapporte pas parce que tu ne peux pas vraiment maîtriser tout ce qui s'y passe. Et finalement, les déficits qui est là, parce que tu es majoritaire, les dettes qui ont été contractées, c'est toi qui es en première ligne, et plutôt, surtout en tant qu'État, c'est toi qui as garanti ces emprunts, donc c'est toi qui dois les rembourser. Donc finalement, tu n'auras rien gagné. Donc ce n'est pas d'avoir la majorité des parts dans une société qui fait que l'État gagne. L'État gagne dans le bon suivi, le contrôle et la bonne cueillette, en quelque sorte, des taxes et des royalties. Donc, c'est là que l'État doit mettre l'accent et c'est ce que l'État, je pense, la plupart de nos États africains, parce que j'étais à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la plupart de nos États ont tiré cette leçon. La deuxième leçon que je tire, c'est qu'il est important d'avoir des cadres nationaux bien formés, bien au fait, et des cadres compétents qui puissent réellement s'impliquer pas seulement dans la gestion, mais également dans l'activité minière en tant que telle. La troisième leçon peut-être que je peux tirer, c'est que de Poura, c'est que l'exploitation minière doit obéir à des normes économiques strictes. Poura n'a pas obéi à ça, parce que une mine qui pouvait fonctionner avec, disons, 350, 400 travailleurs, il y avait plus de 800 travailleurs à un moment donné. Il y a eu un surplus, il y a eu plus de... Peut-être dû au fait aussi que l'État était majoritaire. Et c'est peut-être des leçons qu'il faut tirer. Quand l'État est majoritaire, chacun vient, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Mais c'est une structure qui doit obéir
comme toute structure économique, a des normes strictes, ce qui n'a pas été le cas au niveau de Poura. Et malheureusement, ça entraînait des charges telles que, et comme on déclarait des déficits tout le temps, c'était devenu compliqué. Enfin, peut-être la dernière leçon que je pourrais tirer, c'est que dans toute entreprise, et comme dans une entreprise minière, il peut arriver des moments où il y a des problèmes, ou entre les travailleurs et la direction. Mais il faut beaucoup de flexibilité. Cette flexibilité a manqué lorsque il y a commencé à avoir des problèmes à Poura. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui la physionomie des mines, de quelques mines comme ça de la place, est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants ont pris l'exemple, ont tiré des leçons de Poura justement? Je pense. Je pense qu'ils ont tiré les leçons. D'une part, il y a de plus en plus de cadres. Les gens sont formés. Le suivi de ce qui se passe au niveau des mines, au niveau du contrôle de la production, au niveau du contrôle des exportations, je pense que l'État a tiré quand même beaucoup de leçons. Et je pense que l'État a également tiré des leçons parce que je ne pense pas, malgré ce que l'opinion peut dire, que l'État aujourd'hui se batte pour dire « je tiens à aller avoir 51% dans les sociétés ». Donc je pense que l'État a tiré vraiment des leçons. Alors M. Traoré, nous allons marquer la pause dans ce magazine. On va aller à la deuxième étape de cet entretien, c'est bien sûr la partie actualité. Voilà, à partie actualité de ce magazine, il s'agit de l'éboulement sur le site aurifère à Kari Nord, dans la province du Tuy, qui a fait 8 morts et 3 blessés légers, un sujet que je vous invite à suivre. Si les habitations des orpailleurs, de là au lieu du drame, il vous faut environ 30 minutes de marche, l'accès est impossible en véhicule. Nous arrivons au site d'or en question aux environs de 16 h ce vendredi. Les sapeurs-pompiers travaillent depuis le matin avec les moyens dont ils disposent. Il faut d'abord évacuer une importante quantité d'eau des puits d'orpaillage. Il faut ensuite extraire un à un les corps sans vie de ces trous profonds à l'aide d'une corde. Cette galerie fait au moins 60 mètres de profondeur. Cette intervention est une intervention particulière chez nous. C'est-à-dire qu'il faut engager des personnels à l'intérieur pour pouvoir extraire les victimes. Et c'est ce que nous faisons depuis le matin, grâce au matériel de sauvetage que nous disposons. L'incident s'est produit la veille dans la nuit. Les orpailleurs auraient été surpris dans les trous par des eaux de pluie. Hier, vers à partir de 17 h, voilà, le ciel était menaçant. J'ai dépêché une équipe ici de dire aux gens de cesser les travaux, d'attendre la pluie. Bon, effectivement, il y a des gens qui sont venus pour sensibiliser les gens. D'autres ont accepté, ils sont sortis. Mais ceux qui étaient occupés en train de taper leur minerai, ils n'ont pas en tout cas écouté. Et c'est vers 22 h, ils sont venus me dire que l'eau a coulé et rentré sur les gens. On parle d'au moins 7 victimes. L'eau est rentrée dans les trous pour les trouver là-bas. Donc, on lui a fait sortir, mais il n'est pas en vie encore. Au moment où nous quittions les lieux aux environs de 17 h, les sapeurs-pompiers continuaient les recherches pour tenter d'extraire d'éventuels corps. Voilà, c'est des images qui donnent la chair de poule. Monsieur Traoré, vous qui êtes un expert de ce domaine, quel commentaire vous inspire ce reportage que vous venez de voir? Déjà, la première des choses, c'est de déplorer les décès et de profiter de votre plateau pour présenter les condoléances aux parents. Ce qu'il faut noter, c'est que il y a l'attrait de l'or entraîne une certaine insouciance. La ruée vers l'or, c'est terrible. Une vraie insouciance. Oui. Les gens, les conseils on a beau donner les conseils, ils n'écoutent pas. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des conseils, puisqu'on n'écoute pas? Oui. Aller au-delà, c'est faire quoi? C'est mettre, comme le disait une fois le ministre, mettre un policier derrière chaque orpailleur. Ce n'est pas possible. Donc,
Et ça rentre dans le cadre général, malheureusement, de l'incivisme général qui existe. Quand j'étais responsable du comptoir burkinabé des métaux précieux, c'est vrai qu'il y avait déjà moins de sites d'orpaillage. Mais quand même, nous essayons d'encadrer et il y avait des dispositions strictes que dès que les premières pluies commençaient, on fermait les sites d'orpaillage et les gens acceptaient. Mais aujourd'hui, qui l'accepte? Voilà la situation. Et c'est vrai, on peut dire que mettre tout sur les autorités, mais il faut reconnaître que chacun de nous est responsable parce que l'incivisme que nous voyons en ville, c'est la même chose qui se passe. On donne des conseils aux gens, mais ils n'écoutent pas. Et ce que nous voyons là, c'est, j'allais dire, une partie de l'iceberg. Parce que si vous regardez tous les dégâts que fait l'orpaillage au niveau de l'environnement, il n'y a pas d'organisme comme le comptoir burkinabé des métaux précieux autrefois, qui quand même tentait d'encadrer les gens. On va parler de la deuxième actualité qui a concerné cette période d'enregistrement de ce magazine. Alors, c'est que le Conseil a adopté un décret qui porte octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines de manganèse à la société panafricaine Tambao, SA, à Tambao, donc dans la commune de Marcoy, province de l'Oudalan, région du Sahel. Le permis d'exploitation couvre une superficie de 26 km² pour une production annuelle prévisuelle de 3 millions de tonnes. Quel commentaire vous inspire cet octroi de permis d'exploiter? Je dirais que c'est la joie. C'est enfin, c'était le premier espoir minier du Burkina Faso. Et le projet Tambao. Parce que ce gisement a été découvert depuis 1959. Et j'étais encore étudiant. Et lorsque j'ai fait mon étude bibliographique sur le Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, on parlait déjà de Tambao. Donc, et enfin aujourd'hui, ça devient une réalité. Donc, ça ne peut être que la joie. Il faut espérer que toutes les infrastructures prévues qui sont liées à la mise en exploitation de ces gisements puissent être réalisées. En attendant, on va continuer avec les informations sur le cours du zinc, par exemple. Dans la deuxième semaine du mois de mai, le zinc métal s'est vendu à 2049 $ la tonne, soit environ 575 $ la tonne de concentré de zinc. Il faut dire que c'est le concentré qui est exporté par la mine de Perkoa au Burkina Faso. Voilà, après le zinc, on a le cours de l'or et le cours moyen de l'or, de l'once d'or est estimé à 1296,74 $ pour le cumul des 2 premières semaines du mois de mai. En mi-mai, le cours de l'once a atteint 1300 $. C'est donc un léger regain qui s'explique par la situation politique en Ukraine et la faiblesse de la croissance de l'économie européenne et américaine. Et c'est selon le Daily Boost. Voilà donc, M. Traoré, je ne sais pas, qu'est-ce qui explique selon vous cette volatilité du cours de l'once d'or? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses et ce qui est important à retenir, c'est que le producteur d'or n'a aucun moyen d'agir sur le cours de l'or. Malheureusement. Je dis, si vous allez au LME, au London Metal Exchange, à Londres, vous voyez les gens qui discutent, qui n'ont jamais mis les pieds sur une mine d'or, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un pays minier. Mais c'est eux qui vont fixer, qui vont imposer les cours. Mais ces cours sont fixés en fonction d'une série de situations complexes. Ça peut être lié comment évoluent les cours des monnaies entre eux. Ça peut être lié à l'évolution de l'économie nationale et l'économie internationale. Ça peut être lié à des situations politiques comme actuellement la crise en Ukraine. Oui. Donc c'est lié à plusieurs choses, mais ce qu'il est bon de retenir, c'est que le producteur lui-même n'a aucun moyen de pression sur le cours de l'or.
Voilà donc qui referme ce magazine. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Adama Pierre Traoré, ingénieur hors classe de la géologie et des mines. Monsieur Traoré, merci une fois de plus d'avoir répondu présent à l'invitation de ce numéro de Zoom Mines. Merci. Amis téléspectateurs, voilà, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos suggestions pour l'amélioration de ce magazine Zoom Mines qui est le vôtre à l'adresse qui s'affiche à présent sur votre écran. C'est zoommines@chambredesmines.bf. zoommines@chambredesmines.bf pour toutes vos questions et vos suggestions. Voilà donc qui referme ce numéro. Merci, amis téléspectateurs, de votre patience. Nous vous retrouvons dans le prochain numéro. À bientôt.